Bonsoir à tous et bienvenue sur Vox Live, votre émission de débat où nous explorons les enjeux cruciaux qui fascinent notre continent. Aujourd'hui, nous abordons un fléau qui gangrène le développement de nos sociétés et qui altère la confiance des citoyens envers leurs institutions, la corruption. De la petite corruption quotidienne au scandale de haut niveau, ce mal touche toutes les sphères de la vie publique et privée en Afrique. Comment lutter efficacement contre ce phénomène? Quelles solutions locales, régionales et internationales peuvent être mises en place pour endiguer ce fléau? Quelles réformes concrètes permettraient de restaurer la transparence et la bonne gouvernance? Pour analyser ce problème, je suis entourée de Cédric Yamjeu. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Vous êtes ingénieur financier, créateur du think tank 50 Afrique. Exactement. Et à ma gauche, je suis entourée de Thierry Téné. Bonsoir. Bonsoir, merci aussi pour l'invitation. Alors, vous êtes associé directeur du cabinet Afrique RSE, cofondateur de la marque et du label Doing Good in Africa. C'est bien ça? Tout à fait. Pour entrer dans le vif du sujet, déjà, Cédric, je me tourne vers vous. Quand on parle de corruption en Afrique, de quoi parle-t-on? Alors, déjà, quand on parle de corruption tout court, qu'est-ce que c'est que la corruption? C'est une infraction, c'est un acte entre le corrompu et le corrupteur, dont le but, en fait, c'est d'avoir des avantages de façon illicite. Donc, généralement, sous forme, le corrompu a généralement un don ou bien une rétribution financière. Et en Afrique, généralement, en fait, c'est vraiment un problème très fort, puisque ça fait perdre environ 148 milliards de dollars, en fait, selon la Banque mondiale chaque année à l'Afrique, soit 25% du PIB du continent, ce qui est énorme. Donc, ça suscite beaucoup de conséquences, donc on pourra peut-être aborder plus tard. Bien sûr. Thierry, quand on parle de corruption sur le continent africain, est-ce qu'on parle d'un phénomène systémique ou est-ce que c'est un problème de bonne gouvernance qui serait défaillante? Bon, déjà, il faut savoir que la corruption existe partout. La corruption existe partout, donc l'Afrique n'est pas une exception. Même si, parfois, je dois regretter que quand c'est vu de l'international, voilà, il y a l'Afrique et il faut toujours faire le focus sur l'Afrique et la corruption. Mais la réalité, c'est que oui, il y a la corruption en Afrique, comme on a la corruption partout dans le monde. Et d'ailleurs, plus il y a de l'argent quelque part, plus il y a la corruption. Donc oui, on a une corruption en Afrique qui est aussi, vous avez évoqué les questions de bonne gouvernance. Effectivement, s'il y a un lien avec la gouvernance, le fait que les personnes peuvent facilement contourner la loi sans avoir des sanctions qu'il faut, le fait que les personnes qui sont en position de pouvoir, les comptes de pouvoir ne sont pas aussi très forts. Donc oui, dans des contextes comme cela, on peut avoir effectivement des éléments de corruption les plus forts. L'un des points en Afrique qui est assez particulier, c'est que, je dis, on fait un peu la corruption, j'allais dire, de manière basique, pas fine. C'est-à-dire pas fine au sens de un policier en route ou dans un aéroport va facilement vous demander quelque chose. Vous voulez, on va facilement, j'étais dans un pays encore récemment où le président a carrément dit que, bon, oui, les 10%, c'était quelque chose quasiment de normal. Il a dit ça à la télé. Donc, du coup, ça a pris une ampleur. Et donc, du coup, ça laisse de l'espace à cette question de corruption. Par contre, ailleurs, bon, ça va être un peu plus fin, mais paradoxalement, les montants peuvent être plus élevés ailleurs. Mais en Afrique, vous détournez un seul franc ou un dirham ou un dinar ou tout ce que vous voulez, ça a des répercussions sociales, économiques énormes. Alors qu'ailleurs, vous détournez 1000 euros, 1000 dollars, l'impact n'est pas le même sur la société. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, on peut beaucoup parler de ça en Afrique, parce que ça, le moindre franc qui sort des deniers publics, effectivement, devait et pouvait jouer un rôle très, très, très important dans le développement. On reviendra évidemment sur les conséquences socio-économiques sur les peuples. Je voudrais réagir, donc, quand vous parlez de corruption, on a dit que c'est dans les différentes sphères, donc c'est un peu informel. Est-ce que l'Afrique subit cette mauvaise réputation parce que c'est presque une norme sociale sur le continent? Non, c'est pas que c'est une norme sociale. En fait, le gros challenge pour l'Afrique, c'est qu'on laisse un peu... On néglige le branding Afrique, on néglige la marque. N'importe qui peut dire n'importe quoi sur l'Afrique, des dirigeants aux parties prenantes d'un pays ou même du continent en général, on est assez passif. Alors que, on va prendre quelques indicateurs. On a aujourd'hui une
une organisation Transparency International qui fait chaque année un classement sur les pays les plus corrompus. Oui, les pays africains, on est toujours très mal classés. Mais si on change les indicateurs de ce classement, déjà à l'heure actuelle, quels sont les indicateurs? Bon, on va faire tourner des micros, on va interroger les personnes dans la rue, ailleurs. Bien effectivement, des personnes qui sont au fait de cette petite corruption, le fait de, oui, vous voulez un service, vous partez dans une administration, bon, on vous demande quelque chose, c'est très flagrant. Mais par contre, si on regarde maintenant l'indicateur des montants de corruption, c'est-à-dire que si Transparency change, on va regarder plutôt chaque année les montants, on est par exemple ici en France, il ne passe pas une journée sans qu'on ait condamné un élu ou quelqu'un, voilà, pour des questions de corruption, mais ça n'a pas... Donc ces indicateurs sont biaisés. En fait, ce n'est pas que c'est biaisé, c'est comme pour tout classement, selon les indicateurs que vous prenez, ça donne le résultat. Attendez, si vous dites, si on change, si on dit maintenant la corruption au niveau mondial, quels sont les montants réels détournés? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, oui, Cédric a évoqué ce que ça nous coûte chaque année, oui, 25% de PIB, de PIB. Mais en fait, la réalité, c'est quoi? On a eu en face des entreprises. Ça n'est pas une corruption qui est restée en Afrique. D'ailleurs, ça me fait un peu sourire quand on évoque cette question-là pour l'Afrique, parce que les grandes entreprises qui sont en Afrique, mais elles font sortir énormément de l'argent avec d'autres manières qui peuvent être parfois un peu à la limite de l'égalité. Et quand on va dire corruption en Afrique, on ne va pas mettre en vis-à-vis la partie Afrique de la corruption et celui et le corrupteur, comme a bien dit Cédric. Un exemple pour finir. Je me retrouve au Canada, on discute d'ailleurs avec une personne qui a travaillé, parce qu'on a une norme sur le management anticorruption, la norme ISO 37001. La personne a travaillé dessus, c'est Canadien qui m'explique, oui, la corruption en Afrique. Je lui dis, non, on va s'arrêter un instant. Supposons corruption, des grandes entreprises minières canadiennes, elles sont en Afrique. Puisqu'il faut savoir que le Canada, le chiffre d'affaires des mines au niveau mondial se passe au Canada. Je dis, mais l'Afrique représente, je prends le continent, est le deuxième continent où le Canada a plus de l'argent par rapport aux mines. Nous sommes les plus corrompus, mais quand viennent ces entreprises-là, en fait, elles font comment? Et quand on classe du coup les indicateurs, si l'Afrique est très corrompue, mais l'autre en face ne serait pas. Déjà je pense que en fait, on n'est pas vraiment les plus corrompus parce que c'est 2600 milliards de dollars en fait les effets de la corruption dans le monde. On a 58 milliards. Donc, si on regarde le ratio, ça veut dire qu'on n'est pas forcément les plus corrompus. Ce qui est logique. Les plus pauvres, en fait, plus on est riche, plus la probabilité est que le montant de la corruption soit élevé. Effectivement, ce qu'il disait tout à l'heure, en fait, c'est qu'il y a la grosse différence entre les pays développés et les pays en voie de développement, c'est les conséquences socio-économiques, en fait, qui fait que, en fait, ça met les projecteurs, en fait, sur la corruption et surtout sur les conséquences. Typiquement, surtout, en fait, au niveau de l'image. L'image, si on a une image d'un pays ou d'un continent qui subit la corruption, souvent, en fait, ça crée, en fait, disons, au niveau des investisseurs, ça ne crée pas de la confiance parce que, généralement, en fait, les investisseurs veulent investir dans des pays où, typiquement, le climat des affaires est propice et donc la corruption, l'indice de corruption, de perception de la corruption est parmi les plus bas. Et selon l'agence Transparency International, encore que c'est un classement biaisé à voir, les pays africains sont parmi les pays les plus corrompus, ont les taux les plus basses en fait. Et du coup, je pense que c'est surtout au niveau de l'image en fait quelles sont les conséquences, économiques de la corruption. Oui, en fait, encore une fois, même le classement Transparency, je répète, c'est pas que c'est biaisé. Encore une fois, c'est une question d'indicateurs. La source des indicateurs. Même moi, je fais plein de classements sur plein de sujets. Selon l'axe que vous prenez, ça donne certains types de résultats. Si vous dites... Des indicateurs subjectifs. Voilà, c'est comme il a bien dit. En fait, pas forcément subjectif. Vous dites, mon indicateur pour analyser, pour classer les pays sur la base de la corruption, c'est faire une enquête auprès des populations. Mais bien évidemment, dans n'importe quel pays africain, vous tendez un micro aux gens. Oui, pourquoi? Parce que pour avoir le moindre service public qu'on est censé avoir normalement, on va vous demander quelque chose. Donc, du coup, oui, je perçois la corruption de manière plus forte quand je suis dans un pays. Or, ici, en France, bon, pour que je sois confronté, moi, directement à cette corruption en tant que citoyen lambda, c'est pas évident, ça se joue à une sphère plus importante. Par contre, si maintenant, on change, on dit, OK, comment
rester peut-être sur le pays, sur la France. Comment la France obtient les contrats? Quels sont les procès qu'on a eus par rapport à la corruption? Ça a coûté combien? Il a bien rapporté les chiffres. Cédric, par rapport à ces plus de 2000 milliards de dollars, ben là, nous, on n'a qu'à peine 145 milliards de dollars. Je voudrais qu'on revienne, comme on est en début d'émission, sur les origines de la corruption. Donc, on l'a évoqué, différentes sphères. Je voudrais vous interroger, excusez-moi, sur dans quelle mesure est-ce que les structures coloniales, par exemple, les post-coloniales, elles ont contribué à l'ancrage de la corruption au niveau de la gouvernance africaine? Est-ce qu'on peut faire une corrélation aujourd'hui avec cet état des lieux de la corruption sur le continent et l'héritage? Alors, je pense que l'héritage post-colonial, oui, ça a forcément joué un rôle, en fait, sur l'amplification de la corruption, puisque généralement, les relations avec les partenaires historiques ont toujours eu, disons, il y a toujours une part d'ombre de mauvaise gouvernance, en fait. Et je pense que ça a perpétué, mais aujourd'hui, on est en 2024, et je pense qu'il faudrait changer les choses. Surtout que pour la corruption, la première chose, c'est surtout l'éthique. C'est-à-dire l'éthique sur tous les plans, du citoyen lambda jusqu'au décideur, qui doit être au cœur de la problématique, surtout l'éthique. Et bien sûr, il y a d'autres moyens, mais je pense que le premier pas, c'est renforcer l'éthique des citoyens. Et on passe vraiment par, typiquement, l'éducation. Avec des leaders peut-être aussi plus exemplaires? Des leaders, oui, des décideurs, des leaders plus exemplaires. On a parlé, un grand leader comme Thomas Sankara, c'était par exemple un leader exemplaire et éthique qui faisait la promotion non seulement de la femme, du genre, mais surtout de l'éthique. Et je pense que s'il y a l'éthique dans la population, mais au niveau des leaders, en fait, la corruption sera diminuée. Thierry Téné. Il y a la question de l'éthique, très importante. Oui, il faut former, sensibiliser, rappeler à chaque fois, surtout sanctionner, j'insiste bien sur le mot sanctionner, parce que c'est là où on va faire le lien avec peut-être le passé colonial, même si ce n'est pas lui qu'il faut relever. Il y a toujours eu la corruption, hein, même avant, même à la période du troc, il y avait surtout le affaire. Du moment où il y a deux personnes quelque part qui veulent obtenir quelque chose, il y a toujours un qui peut chercher ou une qui peut chercher à avoir d'autres manières. Donc je pense que ça c'est un fait. Par contre, un élément, peut-être qu'il y a un lien, on parle beaucoup de l'Afrique, de la question éthique. Je me rappelle, je discutais avec un ancien conseiller spécial de l'un des présidents sénégalais qui me disait, bon oui Thierry, à l'époque quand je commençais encore avec mes affaires de responsabilité sociétale, des entreprises d'éthique, il dit, mais est-ce que toi tu sais que parfois les gens des pays qui parlent beaucoup de lutter contre la corruption, quand ils viennent, ils veulent tout simplement rencontrer le président, avant même, ils m'ont déjà posé quelque chose sur la table. Et que c'est là, j'accepte ou je n'accepte pas. Pour dire qu'en fait, à partir du moment où on est dans les positions stratégiques et de décision, l'éthique peut être très forte, mais après les tentations, ce qu'on peut vous proposer, devient extrêmement fort. Et vous êtes challengé quasiment tous les jours. C'est l'écosystème, en fait, dans lequel on baigne, en fait, qui fait que... Voilà, ça c'est le point. Maintenant, qu'est-ce qui va limiter ça? C'est la pression sociale et la sanction. J'insiste encore sur le mot sanction. Donc, il faut que la justice, justement, puisse agir. C'est comme là. Pourquoi, quand on va dire la corruption, on ne va pas citer forcément une corruption importante en France? Parce que si vous êtes au fait de la corruption en France, la justice vous rattrape et sanctionne. Et du coup, les gens ont quand même l'impression d'un certain équilibre. Par contre, je suis dans un pays africain, je peux imposer les actes, on sait très bien la corruption. Et d'ailleurs aussi, ce qui est un peu pernicieux, c'est vrai qu'on parlait des entreprises avec la colonisation, le fait colonial, oui, peut-être encore un mot là-dessus. Ceux qui sont partis, sont partis en théorie. La réalité, c'est qu'ils veulent garder les positions, surtout économiques. Et donc, ceux qu'on a mis là, ou ceux qui ont été mis là, les décideurs, bah, c'est aussi pour continuer à retransférer ce que les autres avaient quand ils étaient sur place. Donc, en fait, on n'a pas changé fondamentalement. Alors, pour qu'ils puissent continuer à faire ça, ben, on fait les systèmes qui les maintiennent. D'abord, pour voir le niveau, pour avoir un indicateur qu'on ne fait pas forcément le lien avec la corruption, mais il y a certains pays où, bon, les dirigeants qu'on sait là, on sait qu'ils sont plus orientés vers tel. Et du coup, quand ils sont orientés, c'est pas juste pour les beaux yeux. Qui encouragent, bah oui, c'est pour faciliter. Sans légaliser, qui encouragent. On pense à l'immunité parlementaire, par exemple, l'immunité judiciaire, des présidents en exercice ou des présidents parlementaires. Oui, on peut parler de l'amnistie présidentielle pour les crimes financiers. On ne va pas citer les pays, mais comme vous le disiez, en fait, en réalité, il y a des lois qui encouragent plus qui légalise en fait.
bon, je ne sais pas si c'est ça, on va dire les lois qui légalisent. On va tout simplement dire qu'à partir du moment où l'arsenal judiciaire et juridique n'est pas aussi solide, ou du moins il peut avoir la sensation que quand c'est un tel, puisqu'il est en position de pouvoir, bah, la justice sera un peu plus conciliante à son égard. À partir de ce moment-là, ça laisse un terreau favorable. Après, il y a aussi quelque chose que je perçois très fort en Afrique, et peut-être qui peut nuancer la perception de la corruption en Afrique versus l'Europe. En Afrique, on va vous dire, des gens détournent, mais quand ils rétribuent socialement, bon, oui, enfin, on semble accepter, ça semble, il prend, mais en fait, il redistribue aux gens. C'est pour ça qu'en Afrique, on voit la corruption comme une forme dans certaines régions de solidarité. Et c'est parfois les tolérer. Et c'est un mal qu'il faut combattre parce que, généralement, en fait, par exemple, si on donne un budget, par exemple, pour des hôpitaux, pour 10 hôpitaux, il va en construire 5 ou 7. Les 3 autres, il va construire l'hôpital dans son village. Et généralement, pour le village sera content, ou bien la région sera content d'avoir un hôpital dans la région d'origine, par exemple, du décideur. Et malheureusement, c'est très difficile à sanctionner parce qu'il y a des... Parce qu'elle profite au final à la population. Ça profite à la population, mais il y a aussi des intérêts géopolitiques, c'est-à-dire qu'au niveau des élections, au niveau des cadres à redistribuer, en fait, cela joue énormément. Donc, c'est une forme de solidarité. Et même quand on va dans l'administration, et par exemple, rien que pour acheter un document, pour avoir un document administratif, généralement, le corrompu demande de l'argent, il voit ça comme une forme de solidarité, comme une sorte d'aide. Pourtant, ce n'est pas une aide, c'est un acte illicite, en fait. Ben, je prends un exemple, je suis dans une administration dans un pays, je vais obtenir parce qu'en fait, on a eu un marché public, mais quand vous avez un marché public, il faut on légalise certains documents, donc vous partez au service des impôts, mais en fait, la dame, l'assistante qui doit ramener, que le directeur signe, elle a bien vu le montant du marché que vous avez eu, mais allez lui expliquer que lui donner 15, 20, 30, 100 euros, vous ne pouvez pas le faire. Non, en fait, elle est persuadée que c'est inconcevable, puisqu'on voit bien que vous avez des centaines de millions d'euros. Donc, on se dit, mais attendez, comment c'est un peu plus compliqué. Et donc, du coup, la personne ne perçoit même pas ça comme un acte de corruption. À chaque fois que je suis dans les aéroports, on regarde mon passeport, on fait référence à quelques stades du pays où on peut dire, monsieur, tenez, vous ne faites pas ci, et dès nous se tombons à un choc d'entreprise. On dit, bon, enfin, vous pouvez quand même faire... Enfin, pour eux, c'est perçu comme rien du tout. Et quand vous dites, non, je ne peux pas, je travaille dessus, c'est crispé. Alors qu'en fait, donc c'est ce côté relatif, ce côté un peu facilité de pouvoir qu'une personne qui est en position dans l'administration peut facilement demander. Après, maintenant... Et comment le déconstruire alors, si c'est tellement ancré ? C'est pour ça que tout à l'heure, j'évoquais l'aspect norme sociale, c'était plus ancré, en fait, c'est banalisé, ça profite un petit peu à tout le monde, c'est un système qui fonctionne plus ou moins. Comment déconstruire déjà cette idée que c'est pas si normal, je ne sais pas si on peut parler de normalité ou pas, mais en tout cas, casser un petit peu cet aspect normal installé, quoi. Il y a plusieurs solutions. La première solution, en fait, c'est au niveau éducatif. Déjà, en fait, il faudrait faire des programmes de sensibilisation très jeune, parce que généralement, c'est l'enfant qui devient adulte, l'adulte qui a du travail, ensuite qui travaille dans la fonction publique, les sensibiliser contre la corruption et les notions d'éthique. Et ça peut se faire, je pense, ça s'est fait au Rwanda, je crois. Et en grandissant, en fait, il pourra en fait ne pas être tenté de tomber dans la corruption. Le deuxième point, il a parlé tout à l'heure en fait de la justice. Il faut donner tous les moyens à la justice. Il y a un rapport de la CONA qui disait que l'État camerounais paie 114 milliards de francs CFA chaque année et qu'il y a 10 000 agents publics qui sont sanctionnés. Je pense qu'il faut donner plus de liberté à la justice pour pouvoir sanctionner, en fait, parce que la corruption, c'est un acte pénal. Donc, il faudrait sanctionner les corrompus. Et la troisième solution, vraiment pour diminuer la corruption, même au niveau vraiment citoyen, c'est la digitalisation. La digitalisation des services publics. Par exemple, quand on va dans l'administration, on a besoin d'un document pour le passeport et autres. Mais si on évite tout contact entre le corrompu et celui qui a donné de l'argent, en fait,
ça évite des situations de risque. Donc, du coup, il faut digitaliser les services publics et même les traquer, souvent traquer en fait les services publics pour pouvoir baisser la corruption. On peut rajouter à tout cela notre point qui est celui de la transparence. La transparence. Ouais, moi, je travaille beaucoup sur les entreprises africaines. On n'a pas de transparence. Vous avez une société anonyme, ce qu'on appelle une SA, basique. Elle doit déclarer qui sont les responsables, les conseils d'administration, la composition, quelles sont les articulations qu'ils peuvent avoir ici ou là. En Afrique, pas évident de les avoir. Alors, ce sont des choses légales. Une SA et même une SARL, société à responsabilité limitée. Donc, tant qu'on n'est pas dans cette logique de transparence, bien évidemment, c'est la porte ouverte aussi à beaucoup de choses. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parlait dans le cadre des industries extractives, il y a l'initiative pour la transparence dans le domaine des industries extractives qui permet de dire on a déclaré combien au service et puis que tout ça doit être transparent. Puisque moins c'est transparent, plus vous avez la corruption. Ensuite, il y a maintenant quelque chose qui est très fort, où malgré tout ce qui a été bien expliqué, ça va rester encore difficile, c'est que le politique, dans beaucoup de pays africains, est encore à la manette des entreprises. Mais quand je dis le politique, c'est un ministre en exercice, il est en même temps président du conseil d'administration d'une entreprise, publique ou parapublique. Mais qu'est-ce que vous attendez? Puisque d'un côté, il est celui qui peut être le garant avec ses collègues du gouvernement d'avoir un certain fonctionnement. Donc, du coup, la même entreprise, mais oui, elle ne pourra pas être gérée comme il faut. Et ça, on a dans beaucoup de pays encore le cas où les ministres en fonction sont dans les conseils d'administration. Ce n'est pas possible. Ailleurs, partout, ce sont les hauts fonctionnaires qui représentent l'État quand l'État a des participations. Donc ça, ce sont des points sur lesquels, quand vous avez déjà des indicateurs comme ceux-là, après, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut faire toutes les sensibilisations qu'on veut. Ce ne sera pas évident de faire bouger les lignes au niveau où ça se passe. Ensuite, il y a maintenant le fait de quelque chose qui sera assez sensible sur le côté ethnique. On a bien rappelé, un député, un haut fonctionnaire, il a détourné de l'argent, il est dans telle communauté où justement, il va prendre un petit pourcentage de ce qu'il a détourné, voilà, pour faire des œuvres sociales qui vont être acclamées. On le sanctionne. Les personnes de sa communauté sont opposées au fait que parfois on l'a sanctionné parce qu'il est issu de telle communauté. Et là, ça rajoute, alors que c'est parce qu'il a posé un acte. Il y a un pays comme le Ghana, il fut un moment, il est même décédé, l'ancien président ghanéen, parce que c'est des amis en Côte d'Ivoire qui m'expliquaient ça, que la corruption, pour pouvoir marquer quand même les esprits de manière assez forte, vous posez un acte de corruption au Ghana, quel que soit l'endroit, on vous ramène dans votre village, alors vous avez la peine de mort, et puis on tirait sur vous, voilà, en plein de la pour dire aux gens de votre communauté, d'ailleurs on expliquait en amont, et puis pour que chacun imprègne que là, ça peut aller assez loin. Ensuite, il faut quand même qu'on rappelle que c'est quelque chose de permanent. Permanent. Vous avez des positions de un ministre qui à chaque fois doit signer des documents, qui doit valider un certain nombre de marchés publics ou tout ça. Oui, il y a une pression constante. Et c'est là, justement, qu'il faut que la justice, les valeurs, les procédures, la dématérialisation via la digitalisation, qu'il faut toute une batterie de process pour s'assurer effectivement qu'on limite ce qu'on appelle en amont les risques. Mais tout ça, c'est vraiment aussi en lien avec la transparence. J'insiste énormément sur cet aspect de la transparence. Publier les données. Publier les données. Quand les choses, du coup, on peut savoir que voilà, vous êtes dans telle entreprise, mais en fait, vous avez aussi des liens avec là, et puis, du coup, rien que le fait d'en prendre, non, c'est pas possible. D'ailleurs, après, un peu, l'idée veut qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de bâtiments, c'est l'Afrique en pleine urbanisation, là, oui, avec tout ce qu'on a aujourd'hui comme lutte contre le terrorisme, lutte contre le blanchiment d'argent, ou le secteur bancaire. Les choses sont un peu plus verrouillées.
bon, l'argent qui sortait facilement en Afrique, pour aller en Suisse, pour aller ailleurs, ça ne sort plus beaucoup. Et bon, on recycle ça sur place, ça fait pousser plein de bâtiments, plein de choses. Je préfère ça d'ailleurs. Vous parlez à l'instant des ministres ou des dirigeants qui, en fonction et qui sont en même temps, qui ont une double casquette donc dans le secteur privé. Il y a aussi les dirigeants, les ex-dirigeants qui se dirigent vers le secteur privé et qui exercent à leur tour un lobby. Quand c'est une corruption comme ça par ricochet, à quel niveau en fait on doit la stopper, l'encadrer, Cédric? Alors, vous parlez des anciens dirigeants qui créent du lobby pour pouvoir... Voilà, qui se tournent vers le privé et qui exercent un lobby dans un secteur particulier. Alors, moi je pense que Bon, déjà, la première chose, comme je le disais, c'est la transparence. C'est-à-dire que pour pouvoir anticiper toute forme de lobby extérieur, en fait, il faudrait déjà avoir de la transparence au niveau des données, des data. Savoir qui est dirigeant dans telle entreprise, qui est dans le board de telle entreprise, qui déclare ses impôts, où il déclare ses impôts, combien il déclare comme impôts. Ensuite, je pense qu'à partir de là, en fait, on pourra savoir exactement en fait les données KYC, c'est-à-dire les données en fait, voilà, les données entre guillemets anti-blanchiment et anti-corruption pour pouvoir en fait lutter contre ce type d'acte. Ensuite, je pense que il faut des réformes de la justice, c'est-à-dire que typiquement quand il y a des lobbies extérieurs qui viennent s'initier dans les intérêts privés, je pense qu'il faut des réformes, il faut des réformes de la justice et donc mettre en place des lois pour pouvoir encadrer cela. Dans quelle mesure, pourquoi, pour quel montant. Je pense que c'est deux mesures qu'il faudrait d'abord mettre en place. Mais il faut rappeler que le lobbying, c'est d'ailleurs même c'est un peu romantique, quelque part pour normaliser la corruption. Hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je dis toujours qu'en Afrique, nous, on a tendance un peu à laisser faire. Et donc, du coup, à laisser faire, n'est pas être sensible à l'image et au branding. Parce qu'en fait, quand je regarde un pays comme le Canada, on va vous dire, Canada et États-Unis, ils vont créer justement les règles pour le lobbying. Je dis, OK, vous finissez. Le lobbying, c'est quoi? C'est en gros, à Bruxelles, on n'a que ça, les lobbyistes. Oui. Mais en fait, c'est des gens qui partent pour voir ceux qui ont en position de décider. J'espère, enfin, ils ne discutent pas seulement. C'est de l'influence. Forcément. Donc, j'essaie d'imaginer, Thierry Téné, je suis haut fonctionnaire de l'Union européenne à Bruxelles. Bon, quelqu'un me fait l'influence, il ne va pas discuter rien qu'avec moi autour d'un thé. J'adore le thé. Bon, enfin, j'imagine quand même que pour qu'il soit plus influent qu'un autre, bon, voilà, comment ça se passe? J'aimerais d'ailleurs savoir comment on peut dire tel lobbyiste a influencé, comment ils font? J'imagine quand même qu'il y a des choses qui se passent dans ce cadre-là pour pouvoir orienter telle ou telle décision. C'est pas juste une discussion autour d'un bon café. On a peut-être plus de café ici. Donc voilà, donc du coup, on a créé cette question de lobby. Et c'est qu'il y a une manière, en fait, de légaliser, de dire, on prend déjà acte que de toute façon, un dirigeant ou un décideur, il est entouré de toute une lutte d'influence autour de lui. Des conseillers, ouais. Et donc, du coup, bon, comment faire à ce que, bon, on peut considérer qu'il a pu, et on crée justement cette structure lobby et beaucoup justement d'anciens se recyclent là-dedans. Mais c'est des équipes parce qu'ils sont des contacts. Voilà, j'étais un ancien ministre, donc j'ai des contacts des hauts fonctionnaires, des ministres en place. Et donc, si vous passez par lui, bah, du coup, vous avez accès, en fait, même pour orienter une décision. C'est pas, on parle encore pour l'Afrique, c'est pas pour rien d'ailleurs que beaucoup d'entreprises, notamment multinationales, quand elles viennent en Afrique, bah, qu'est-ce qu'elles font? Bah, elles recyclent les anciens dirigeants pour qu'ils occupent des postes de décision ou pour que leur famille et autres occupent des positions dans l'entreprise. Parce qu'elles savent qu'en faisant ça, bah, c'est la voie tracée pour pouvoir obtenir des facilités et tout ce qu'on veut. Donc, et après aussi, il faut considérer que c'est un tout. C'est un tout. Et qui coûte cher. On va peut-être arriver là sur les conséquences. C'est un tout. Au sens de... Vous ne pouvez pas avoir la justice qui ne fonctionne pas comme il faut, qui n'est pas assez indépendante et penser que la lutte contre la corruption va avancer. Vous ne pouvez pas avoir les élections même, quand vous organisez des élections dans un pays. Vous ne pouvez pas que tout le monde soit sûr que oui, le résultat qu'on a là est sorti des urnes. Voilà. Tout à l'heure, il parlait un peu des questions de l'égalité des femmes. Vous ne pouvez pas être dans des structures où on a des questions d'inégalité entre certaines personnes. Et puis voilà, vous ne pouvez pas être dans des pays où on a un point peut-être qu'on n'a pas évoqué et qui est fondamental, où des dirigeants sont là depuis 10, 20, 30 ans.
Ah non, c'est pour ça d'ailleurs qu'on recycle, qu'on change les personnes. Parce qu'en fait, si vous regardez les multinationales, on vous envoie dans un pays, mais au bout de 3, 4, 5, 6 ans, voire plus, parfois, 10 ans c'est maxi, il faut qu'on change. Parce que quand vous vous installez quelque part, vous mettez en place un système et au fur et à mesure, même les process qu'on avait mis, ça devient un peu, c'est vous quoi. Donc du coup, à un moment, allez, il faut que ça bouge pour que, voilà, on ait des nouvelles têtes, pour qu'il faut déconstruire peut-être des réseaux, parce qu'il ne faut pas non plus se voiler, y compris d'ailleurs dans le domaine des médias, les choses se structurent, et puis voilà, c'est ces points-là qu'il faut pouvoir faire. Ce n'est pas dissocier, voilà, ce n'est pas faire une chose, c'est un tout qui va ensemble. Cédric Amdieu. Oui, il a complètement raison. Je pense que en fait, les lobbies, en règle générale, en fait, leur rôle principal, c'est d'influencer les décisions stratégiques des décideurs. Et donc, du coup, il faut mettre des règles. En tout cas, mon point de vue personnel, c'est qu'il faut mettre des règles, il faut mettre des lois, il faut encadrer tout cela. C'est vrai, ils ont plus ou moins de l'influence au niveau des décideurs, mais il faut mettre des règles pour savoir derrière quel est l'intérêt de l'Afrique, du peuple. Est-ce que c'est l'intérêt de l'extérieur? Quels sont les types de montants qui peuvent être attribués à tel marché? D'où viennent ces influences? On peut limiter, par exemple, je dis un exemple concret, c'est-à-dire que venant de ces lobbies, on peut limiter certains types de montants, ou bien pour certaines décisions stratégiques au niveau de la sécurité, par exemple nationale, c'est important parce que prendre des décisions stratégiques sur la sécurité nationale se basant sur un lobbyiste, je pense, c'est un peu plus compliqué. Merci, messieurs. On va prendre une courte pause. Afrique, comment lutter contre la corruption? C'est le thème de notre émission aujourd'hui. On revient dans un instant. Restez sur Vox Live. Merci d'être fidèle à notre émission. Et le thème du débat, on le rappelait à l'instant, Afrique, comment lutter contre la corruption. On l'évoquait jusqu'ici, il y a plusieurs causes à la corruption. On va parler maintenant des répercussions. On l'a évoqué, il y a des répercussions socio-économiques. Quand on pense à la corruption, Cédric, comment est-ce qu'on peut la corréler au développement du pays? Comment on peut le corréler aux populations locales? Alors, c'est l'une des premières conséquences. Les premières conséquences, c'est les conséquences économiques. On l'a dit tout à l'heure, en Afrique, c'est 148 milliards de dollars qui sont détournés chaque année, 25% du PIB du continent. C'est une manne financière qui aurait pu servir pour financer par exemple des projets stratégiques, projets de développement, d'infrastructures et autres. Et donc du coup, permet la croissance inclusive, parce que dans la corruption, en fait, il y a typiquement pour le développement, mais il y a aussi pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Donc une croissance inclusive, en fait, des pays. Et donc, du coup, on parlait d'émergence, mais pour l'émergence, ça peut amener à l'émergence des pays de façon inclusive. Ensuite, je pense qu'au niveau de la corruption, il y a aussi une partie de l'aide au développement. C'est-à-dire que les fonds alloués à l'aide au développement, il faut les traquer parce que certains peuvent être détournés, donc il faut les traquer parce que là aussi, il y a un manque de transparence et une opacité qui entoure. Il faut vraiment les traquer. Il faut avoir des systèmes de tracking parce qu'il y a un manque de transparence pour pouvoir. Parce que c'est très important. Ces fonds sont censés être utilisés pour le développement du pays. C'est plutôt ces deux aspects que je trouve comme conséquences économiques. En termes de conséquences économiques, je parlerai plus globalement de la question des répercussions sur les pays. Concrètement, c'est quoi? Nous, j'insiste encore sur la question de l'image, qui me semble l'image et la réputation. Parce que c'est ce qu'on vend. On vend l'image et la réputation. Et donc, quand on vend l'image et la réputation, vous devez être attentif à votre positionnement dans tous les classements, y compris et surtout celui de la lutte contre la corruption. Pourquoi? Quelles sont les conséquences majeures? Vous n'attirez pas beaucoup d'investisseurs ou vous attirez un certain type d'investisseurs qui savent qu'on peut venir contourner. Et donc, ces investisseurs arrivent. Ils mènent un petit investissement, mais paradoxalement, ils font encore plus sortir de l'argent qu'il ne fallait parce qu'effectivement, les choses ne sont pas assez claires. Donc, vous n'attirez pas beaucoup d'investisseurs, vous attirez un type d'investisseur. Et pour accéder au marché des capitaux, ça vous coûte cher.
au marché mondial, parce qu'il y a un Exact. marché mondial de l'argent. Un pays africain X ou Y, et même la France veut avoir de l'argent, il faut aller chercher les capitaux sur le marché international. Et plus vous qu'on regarde votre classement Transparency, oula, tel pays très corrompu, on dit alerte rouge. Moi, là, je suis en train de travailler, moi, avec quelques pays là où je suis. Bah, même pour faire, j'ai fait une prestation, même pour qu'ils me payent, même à ma banque ici, on me demande encore de parce qu'on les a mis alerte rouge. Et donc, du coup, quand on vous met alerte rouge, mais la réalité, c'est que les gens qui vont venir investir chez vous, le coût de l'investissement qu'il faut sera très élevé. Le coût sera très élevé. Donc, accès facile à l'argent, si vous êtes très corrompu, vous avez un accès difficile. Et puis, accès à quel taux? À quel taux? Le taux sera beaucoup plus important. On va vous dire, il faut qu'on mitige les risques. Et donc, du coup, il faut qu'on mette des garanties, des assurances de tout ça. Et ça a un coût énorme. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que l'un des gros challenges, une des grosses batailles qu'on va mener, c'est bouger tous ces indicateurs-là. Et encore, c'est un tout. La question des femmes, la question de l'environnement, la question des lois, est-ce que vous faites respecter les lois, la question de votre justice, la question du fait qu'il ne faut pas rentrer dans un pays, on pense que la corruption est quelque chose comme normal, que les gens peuvent parler de ça aussi facilement. Pourquoi? Parce que monsieur le policier en route, vous ne demandez rien à personne. Voilà, s'il y a telle chose, il y a une procédure qu'on suit. Je veux un document au niveau de l'administration, c'est non négociable qu'on donne quelque chose à quelqu'un. On le fait, c'est sanctionné, c'est dû, et au fur et à mesure, ça nous fait remonter les indices des perceptions déjà des populations dans le composant. Et après, ça a des répercussions maintenant au niveau macro. On va aller chercher l'argent, on prête moins cher. Du coup, si on prête moins cher à l'international, on peut aussi prêter moins cher aux entreprises, aux ménages et tout ça. Et c'est comme ça qu'on a un développement à un coût pas très élevé. Du coup, il y a en fait un rapport entre les pays qui attirent beaucoup en masse les investisseurs, l'indice de perception de la corruption. Oui. Et aussi, surtout, en fait, typiquement, l'indice de perception de la corruption. Et l'indice de développement humain. L'indice de développement humain. Voilà, tout c'est lié. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la liaison, la corrélation, le côté systémique de cela. Si vous ne travaillez pas sur l'ensemble, bah oui, votre développement vous coûte très cher. C'est comme aujourd'hui, beaucoup de pays africains passent le temps à rembourser quoi? Ce n'est pas les dettes qui remboursent. On appelle ça des mots romantiques, les services de la dette. Mais en fait, ce sont les taux d'intérêt. On prête de l'argent très cher. On prête très cher. Et donc, du coup, parce qu'on prête très cher, parce que nos indicateurs de lutte contre la corruption, d'efficacité de la justice, d'indépendance, d'élection, d'égalité femmes-hommes sont très faibles, mais en fait, on dit le pays est trop risqué. Donc, du coup, c'est un cycle, en fait. Oui, c'est un cycle dans le sens où on prête de l'argent pour faire des travaux, et là, on rembourse les intérêts. À cause de la corruption, on rembourse que les intérêts. Oui, c'est-à-dire que c'est pas... En fait, c'est le serpent qui se mord la queue, finalement. Non, en fait, je pense qu'on ne va pas limiter ça au serpent qui mord la queue. On va simplement dire que si vos indicateurs sont faibles, c'est-à-dire que vos indicateurs de bonne gouvernance sont faibles, la corruption, oula, aller dans tel pays, la corruption. Donc, du coup, vous avez très peu de personnes qui vont venir, qui veulent venir pour injecter de l'argent. Parce que les gens veulent venir mettre facilement l'argent quelque part, retirer facilement. Je veux aller, c'est comme là, je veux ouvrir l'entreprise. Je suis en train d'ouvrir l'entreprise dans plusieurs pays africains. Mais je n'ai pas envie de me tracasser là. Je travaille, il y a les impôts, il y a le montant. Mais si je commence à rentrer dans certains trucs pour avoir un certain marché, après, le pays est très risqué, je ne veux pas trop y aller. Et si je ne veux pas trop y aller, ceux qui viennent, le coût pour ceux qui viennent est très élevé. Et comme pour tous les pays, il faut prêter de l'argent. Et pour prêter de l'argent, on regarde tous ces indicateurs-là. Et donc, si vous travaillez sur les différents indicateurs, ça vous permet effectivement... Et la corruption a un coût. On a rappelé les questions sociales en termes de développement, en termes de tout. Et en termes d'ailleurs, qu'on n'a pas trop discuté, c'est d'inégalité entre les entreprises. Parce que finalement, ce n'est pas les bons qui permet d'avoir... J'étais à une conférence hier là, à l'ESCP. À la fin, je discute avec une dame parce que j'ai postulé pour un appel d'offres dans un pays d'Afrique de l'Ouest qu'on n'a pas été retenu. Elle me dit aussi, oui Thierry, nous on n'a pas été retenu, mais en fait, de telle structure, c'est... Je dis, ah bon? Elle dit, je ne sais pas. C'est-à-dire que c'est la structure qui lance l'appel d'offres. Les prochains appels d'offres, je ne fais pas partie. Quelles sont les conséquences? C'est que même pour les prestations qui doivent être réalisées, mais on n'attire pas forcément les bons. Et le rendu de la mission mais ne sera pas aussi pertinent parce que j'ai eu le marché, parce que c'était si. Et donc, du coup, voilà. Et les travaux publics, c'est pareil.
Les travaux publics, c'est pareil. C'est pour ça d'ailleurs que quand je dis que moi, je ne suis plus très dur avec l'Afrique, surtout si on veut critiquer ça versus l'Occident, parce que je me dis, mais quelles sont les structures qui gagnent des gros marchés en Afrique? On parlait même de l'aide publique. Le développement. Tel pays vous donne tel montant, il faut que ce sont les entreprises qui gagnent les marchés. Mais, madame, vous croyez que ça se fait comment? Alors que vous devez lancer un appel d'offres, vous devez sélectionner celui qui a le meilleur dossier, mais comme par hasard, ça se retourne vers les entreprises du pays qu'on vous a donné. Mais c'est tout simple parce que quand on vous donne, il faut que ce sont les entreprises qui aient le marché. Et donc, imaginez la suite. Je voudrais qu'on s'intéresse à des cas d'école sur le continent parce qu'il y a des pays qui ont une bonne politique anticorruption. On parlait tout à l'heure du Botswana avec son leadership. Moi, je pense au Ghana qui a mis en place des institutions. Est-ce que je pense à l'Office of the Special Prosecutor qui a été créé pour s'attaquer aux cas de corruption de haut niveau? Est-ce qu'il faut s'inspirer de ces pays-là qui fonctionnent dans leur politique ou est-ce qu'il faudrait créer une institution à l'échelle régionale, continentale? Tous les pays ont des agences. Enfin, vraiment, tous les pays. Parce que ça fait partie même parfois des critères de notation là-dessus. Tous ont des agences de lutte contre la corruption. Donc ce n'est pas soit la énième structure à créer qui résout un problème. C'est juste que les parties prenantes dans le pays, en commençant par les décideurs, veulent quoi? Si on veut vraiment s'attaquer à la corruption, il y a ce que le politique doit faire. Déjà, le politique, parfois, quand ils arrivent, ils s'arrangent bien à avoir leurs avantages. On a ce que les députés sont censés avoir un montant pour gérer des projets communautaires dans leur circonscription. On ne sait pas trop comment ils font de ça. Ça arrange tout le monde parce que chacun a un peu l'argent qu'il utilise n'importe comment. Ce sont les mêmes politiques dans certains pays qui ont des entreprises, que ce sont elles qui gagnent les marchés publics, ce sont elles qui ont des facilités. Donc, quand vous avez ça, quelle qu'en soit l'agence de lutte contre la corruption que vous avez dans le pays, ce ne sera pas évident que ce soit pertinent. Pour la simple et bonne raison que, oui, les endroits où il faut appuyer de manière assez forte pour réduire cela, ce sont les décideurs, ce sont les entreprises. Voilà, parce que c'est là que ça se passe. Et donc, du coup, pense que si chacun a son poste pour obtenir ce qu'il veut, ce qu'il dit, en fait, c'est... et je le rejoins parce que le politique doit accompagner... En fait, dans plusieurs pays, il y a des commissions. Par exemple, au Cameroun, il y a la CONAC, la commission anti-corruption, en fait, qui fait des enquêtes et qui essaie de mettre des sanctions. Je pense que le cœur même, comme l'a dit, c'est vraiment le politique. Si nos décideurs sont des décideurs éclairés, c'est-à-dire des leaders serviteurs qui veulent le peuple, qui veulent le bien du peuple du point de vue économique, du point de vue social, en fait, ils doivent donner tous les moyens à toutes les institutions pour combattre la corruption. On a parlé tout à l'heure du Ghana, du Botswana. Je peux aussi citer le Rwanda. C'est pas pour rien que ces pays sont les pays qui attirent le plus d'investisseurs et donc de capitaux étrangers. Donc effectivement, le politique doit jouer un rôle central pour pouvoir mettre en place des institutions fortes de lutte contre la corruption. Et le politique n'est que le reflet de la population. Enfin, il faut toujours, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'un État, c'est une question de rapport de force. Un État de rapport de force. Là, peut-être, c'est pas notre sujet, mais si vous êtes au Sénégal, c'est clair qu'une élection au Sénégal, les Sénégalais ne s'amusent pas avec le processus. Donc, du coup, oui, là, on va obtenir les résultats qu'on veut. Parce que ce n'est pas simplement le politique, c'est la société qui va pousser à cela. Voilà, donc, en fait, si la société dit effectivement que la corruption nous coûte très cher, et les entreprises et les universités commencent à dire, même les citoyens basiques, je ne donne rien à un policier, mais ça sous-entend quoi? Que mon véhicule qui circule là, sur la voie publique, respecte tout ce qu'il faut. Il a son contrôle technique, qui est OK, il a tout, parce qu'en fait, la corruption... Est-ce que justement les politiques anticorruption, elles sont sous-financées aujourd'hui? De toute façon, s'il y a une politique anticorruption, bon, déjà il faut le budget. On parlait tout à l'heure d'une structure dans un pays qui est la CONAC, mais elle n'a pas le budget pour aller non seulement faire des enquêtes, ou même quand elle a fait des enquêtes après. Quelle est la suite? Dont les personnes même savent. Oui, il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Mais il faut qu'on aille beaucoup plus loin. C'est parce que le politique a mis ça, parce qu'elle était sous pression d'une agence, notamment le Fonds monétaire international, qui a dit, OK, oula, pour qu'on puisse encore avancer, il faut qu'il y ait une structure qui gère des questions de corruption. Mais si on va loin dans l'enquête qu'il faut mener par une agence anticorruption, elle va arrêter qui? Les ministres, les députés, les maires, et donc
comme c'est ceux-là qui font la loi, bah, c'est la raison pour laquelle ils sont eux qui votent, qui allouent les moyens, bah forcément, oui, on aurait. Mais par contre, ce n'est pas simplement le politique. C'est pour ça que je voulais un peu nuancer. Puisque maintenant, si la population, le politique n'est que le reflet de la population. Si la population ne veut pas, il n'y aura pas. Mais si la population estime que, bon, je prends, chacun a sa part et il distribue un peu socialement selon les différents degrés, bah forcément, mettez la énième structure que vous voulez en place. C'est pour ça qu'il faut rééduquer la population. Il faut rééduquer la population c'est pour ça qu'il faut rééduquer la population de base, en fait, les sensibiliser sur, même pas, typiquement, les sensibiliser sur les règles d'éthique par des exemples. C'est-à-dire que, typiquement, quand on est à l'école, avec un professeur et un élève, typiquement, quand le professeur donne une bonne note à un élève alors qu'il ne le mérite pas, simplement parce que c'est un copain de la famille, bah, c'est aussi de la corruption. Bah, beaucoup de la corruption. Et donc, du coup, il faut éduquer les enfants qui seront les leaders de demain, les décideurs de demain, les employés de demain, pour pouvoir, en fait... et ça, malheureusement, enfin, heureusement, dans tous les cas, ça dépend des pays, ça vient de la tête des décideurs. Et c'est les décideurs qui doivent mettre en place des programmes, en fait, d'éthique. De toute façon, comme partout, hein, c'est simple. Dans beaucoup de pays africains, il y a les règles. Donc, ce n'est pas l'inexistence des règles, mais c'est le respect des règles et la sanction qui va avec. D'ailleurs, je prends un exemple. Là, on parle de la corruption. Je dis toujours, vous prenez un vol ici à Paris pour aller dans un pays africain, du décollage à Paris, tout le monde respecte ce qu'il faut. Mais dès qu'on atterrit, j'ai bien dit les mêmes personnes, dès qu'ils vont atterrir dans le pays africain concerné, suivre ne serait-ce que la ligne, ça ne peut plus aller. Ils ont déjà un cousin, un tel, qui va venir les chercher. Il faut passer par tel endroit. En fait, c'est là que ça commence. Donc, les mêmes personnes qui étaient dans ce vol-là, vous voyez que leur comportement est différent juste en l'espace de quelques heures selon l'endroit où ils se trouvent. Simplement parce qu'ils savent qu'à tel endroit, vous pouvez vous permettre. Et la population va accepter et tout le monde sait que c'est normal. Alors que Paris, si vous commencez à vous dire, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes censé... Voilà, c'est ce point-là. C'est ce point-là sur lequel je tiens vraiment à insister beaucoup. Il y a des règles, on les respecte. Et pour qu'on les respecte, c'est un tout. C'est la justice, c'est la société, c'est une convergence des parties prenantes de la société qu'on ne doit plus admettre telle chose. Et à partir de ce moment-là, pas que tout sera parfait, mais à 80, à 70%, ça va, on va un peu suivre et du coup, ça a un avantage pour toute la société. Le pays peut se développer, il peut y avoir des choses qui marchent. Là, on parle de la corruption, mais prenons n'importe quel sujet, on aura la même analyse. Il y a les lois, il y a les règlements, il faut juste qu'on suive, qu'on fasse des sanctions, que les gens aient l'impression qu'il y a eu la justice. Ok, c'est normal, si tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, c'est normal. Parce qu'il y aura toujours des gens qui vont faire ce qu'il ne faut pas. Ça, il ne faut pas non plus c'est partout. En France, la corruption, c'est partout parce qu'on est tous les jours confrontés il y a l'argent, il y a des tentations. Voilà, vous n'avez qu'à signer. On a évoqué à l'instant justement le rôle des acteurs locaux. Moi, je voudrais vous interroger sur le rôle des acteurs internationaux. Sur ce plateau, ce qui revient souvent comme message, c'est justement plus de souveraineté des États, le retour à une meilleure gouvernance des États. Donc, ce qui est acté, c'est se détacher un petit peu des aides internationales et des institutions internationales. Je voudrais savoir, Thierry Téné, comment est-ce que ces institutions internationales comme la Banque mondiale, le FMI, elles influencent indirectement, elles favorisent plutôt indirectement la corruption sur le continent? Non, favoriser, on va me dire, paradoxalement, c'est le contraire. Même si après, pourquoi? Ce sont justement ces institutions internationales-là. Est-ce qu'elles renforcent en tout cas les dynamiques corruptrices sur le continent? Oui, pourquoi? Parce que parfois aussi, on a un procès que j'estime parfois un peu à la limite injuste avec ces institutions-là. Je sais que ce que je dis n'a pas trop la cote. Et ma frère, pourquoi on fait recours au Fonds monétaire international? Personne ne dit jamais ça. Pourquoi un pays, à un moment donné, dit je me retourne au Fonds monétaire international? Mais parce que ses finances publiques ne sont pas bonnes. Parce que ce sont les structures qui, en dernier recours, prêtent aux États. N'oublions pas, ce sont les banques. Et chacun sait que quand il est avec son banquier, quand votre compte est ouvert, vous ne vous souvenez pas de qui est le banquier, le conseiller nous appelle, quoique, il vous envoie, oui, madame, vous pouvez avoir une offre de ci, on peut. Mais quand ça passe au rouge,
là, on commence à marcher à votre vie. C'est ça, le Fonds monétaire international et la Banque. C'est quand les indicateurs sont rouges. Et quand les indicateurs sont rouges, quand ils viennent maintenant pour vous prêter de l'argent, ils vous exigent. Et quand ils vous exigent, en fait, quelque part, ce sont eux qui vous dirigent. C'est là, en fait, la réalité. Et si vous ne faites pas ça, ils ne vous prêtent pas. On a des pays qu'on va quand même rappeler. Je ne vais pas citer les noms. Mais qui ont perdu, quand vous avez perdu la signature, c'est-à-dire que les comptes publics, tout était faux. Les comptes publics, avec les hauts fonctionnaires qui signent pour dire le budget de l'État, on dit non, c'est pas bon là. Du coup, quand c'est dans des contextes comme ça qu'on fait venir ces banques-là et dans les institutions internationales, encore une fois, si vous avez déjà des problèmes de gouvernance ou si vous avez beaucoup détourné de l'argent et que ce qui devait servir à vos populations et aller ailleurs, ben oui, vous faites maintenant appel à ces institutions-là et quelque part, ce sont elles qui vous disent, comment dire, il faut mettre l'argent anti-corruption, telle entreprise, parce qu'elles veulent quoi au fond? On a prêté, il faut bien qu'on récupère. Et quand on récupère, c'est encore votre pays n'explose socialement. Parce que bon, si on laisse faire comme ça, donc du coup... Oui, pour éviter le risque de faillite. Bah oui, elles imposent des conditions. Quand tu es institution internationale, ce n'est pas des gens qui sont là. Il n'y a personne qui est là pour le bien, pour le mal, qui est sympa, qui a le souci. Bien sûr. Bah, tout est intérêt. Parfois, en Afrique, on pense qu'à oui, les institutions internationales, il faut qu'ils prennent en prendre une structure et qu'il faut qu'ils viennent. Ben non. Les gens sont là, quand on dit Banque mondiale, FMI, les gens de Panthéon, il y a leur argent là, qu'on met sur la table et puis qu'il faut qu'on prête, qu'on rembourse. Et tout le monde sait le rôle qu'il a avec sa banque. C'est la même chose. Oui, surtout que les banques, que ce soit les banques ou les banques les institutions internationales de Bretton Woods, Banque mondiale et FMI, elles font des prêts, que ce soit les prêts concessionnaires ou non concessionnaires, sur différents types de taux. Et donc, le rôle d'une banque, en règle générale, c'est un des rôles d'une banque, c'est de financer de donner de l'argent, de financer quelque chose et se rémunérer avec des intérêts. Et donc, du coup, effectivement, quand elle vient dans un pays, elle vient avec des conditions pour éviter son risque de défaut, son risque de faillite. Mais je pense que la faute d'abord, c'est la faute aux Africains. C'est la faute, pas qu'aux décideurs, mais à tout le monde, aux décideurs, au peu. Parce que si on arrive à demander de l'argent à des institutions internationales, c'est qu'à un moment donné, du point de vue bonne gouvernance, transparence, on a failli quelque part. Et comme il disait tout à l'heure, les indicateurs sont rouges. Et je pense que le meilleur moyen, en fait, pour pallier à tout ça, c'est d'abord se remettre en question. Comme on disait tout à l'heure, c'est de mettre en place toutes les solutions pour lutter contre la corruption, c'est-à-dire réforme de la justice, éducation, transparence, etc., etc. Et ça, ce sont les... D'ailleurs, même aujourd'hui, ce sont justement les bailleurs de fonds qui demandent cela, qui demandent même de revoir les questions de transparence. Ouais, vous allez voir qu'au fur et à mesure, on n'aura plus de ministres dans les conseils d'administration des entreprises. Pourquoi? Parce que justement, les institutions internationales vont regarder ça et vont dire, ah non. S'il faut qu'on prête là, on ne peut pas laisser, parce que quand il y a ça, c'est le risque de conflit d'intérêts, de tout, ce qui est logique. Et du coup, il va par exemple falloir améliorer ça. Par contre, là où on a un souci avec justement ce qu'on peut appeler l'aide, ce sont des prêts. Il faut toujours rappeler quand même, ce n'est pas une aide comme si les gens se lèvent le matin, ils viennent vous aider. D'ailleurs même, pourquoi ils devraient aider les Africains? Les Africains eux-mêmes aident qui? C'est ça la question. Pourquoi ils devraient nous aider en fait? Non. Donc, partout, on vous fait un prêt. Voilà, après on a trouvé le mot aide, parce qu'on dit, ah oui, on ne devait pas normalement vous prêter selon vos indicateurs, mais nous on prête quand même. Donc du coup, c'est une aide. On dissocie les institutions, quand on parle d'aide justement publique, l'aide au développement par exemple, et les prêts de ces banques-là. Non, même l'aide publique. Non, madame, même l'aide, quand on dit l'aide publique au développement, vous pensez qu'il y a un pays où les gens vont se lever, vont dire, ok, nous on cotise 1 milliard de dollars. Il y a des intérêts. Non, on rappelle qu'il y a des intérêts dans les endroits où l'aide est distribuée. L'aide est sous deux formes. L'aide est sur la forme de prêts qui représente 80 à 90%, et sur la forme de 10%, c'est des dons. Donc, en règle générale, l'aide, en fait, c'est des prêts. Comme je disais, c'est comme une banque. Oui. En fait, encore une fois, je suis juste la logique. Qui va cotiser l'argent de ses impôts dans quel pays au monde pour qu'on prenne pour les donner aux autres? Alors que dans le pays même où on a causé ces impôts-là, il y a plus de gens aussi qu'on aurait pu... En fait, non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Après, oui, je vous prête X nombre de dollars. Après, pour avoir un peu bonne conscience, je glisse un peu d'aide, enfin un peu d'aide. Je vous dis, ok, je fais un petit don. Mais la réalité, c'est que non, personne n'a intérêt à ça. Mais sinon, ce qui me semble vraiment important sur le sujet qu'on évoque, c'est on a évoqué les questions sociales,
économique que ça représente, les coûts, ça a été rappelé, les coûts, la partie de l'image. Mais tout ça n'aide pas les différents pays, n'aide pas les populations. Et moi, je ne suis pas à l'aise que ce soit une institution parce qu'elle me prête de l'argent qui me disent, monsieur Téné, il ne faut pas qu'il y ait des ministres dans votre pays qui soient tels, il faut que la justice fonctionne, on n'a pas besoin de donner de l'argent pour avoir un document administratif. Non, franchement, j'en ai un peu marre que ce soit une institution qui me rappelle cela. Enfin, on est quand même censé le savoir. Et puis, quand on fait ça, ça fausse surtout les règles de la concurrence. Surtout les règles de la concurrence. Après, on va dire, oui, il n'y a pas assez d'entreprises qui se développent dans le pays. Bah oui, bon, si les règles de la concurrence ne sont pas bonnes, parce qu'on sait que tel peut plus avoir. Et d'ailleurs, même quand il y a corruption, le résultat de ce qui est produit ne sera pas forcément le meilleur. Il y a corruption, la route ne sera pas faite comme il faut, parce qu'effectivement, vous m'avez demandé de l'argent, donc j'ai dû vous donner aussi un peu dans le marché. Pour faire la route, il fallait normalement tel montant, mais vous avez pris une partie. Donc du coup, la route, on va mettre 2-3 couches de bitume, on va mettre une seule. Mais le problème, c'est quand on met une seule. Oui, on a fait la route, mais ça n'a pas tenu 2 jours. Bah oui, effectivement, la route n'a pas été faite dans des conditions qu'il faut, parce que une partie de l'argent a servi à alimenter des gens qu'il ne fallait pas alimenter. Merci Thierry Téné. On arrive déjà au terme de l'émission. Afrique, comment lutter contre la corruption? On a essayé de détailler tout au long de cette émission les différentes causes, conséquences et surtout les mécanismes pour lutter. Je voudrais vous remercier. Merci Cédric Amjeu d'avoir été sur le plateau. Thierry Téné, merci de nous avoir rejoints. Restez sur Vox Live. N'hésitez pas à commenter sur toutes nos plateformes de diffusion, à nous donner vos avis et vos commentaires. Vox Live revient très vite sur Vox Africa.